Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire mon bilan de ma participation au Cold Winter Challenge. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un challenge littéraire proposé par la booktubeuse L'Enluminée et qui se déroule du 1er novembre au 28 février. Et le but de ce challenge, c'est de lire des livres qui permettent de nous mettre un petit peu dans l'ambiance de Noël, de l'hiver, etc. et qui répondent donc à certaines thématiques. L'Enluminé nous avait concocté cette année 5 menus différents avec dans chacun de ces menus 3 sous-catégories. Je ne vais pas détailler chacune des sous-catégories parce que ça va être un petit peu long. Par contre, vous pouvez retrouver toutes les informations dans la barre d'infos. Je vous mets aussi la vidéo de présentation du challenge par l'Enluminé, etc. Je vous mets tout en barre d'infos. Le premier menu de ce challenge s'appelait La magie de Noël et il fallait lire des contes, des romances de Noël, des feel good, etc. Et j'ai 3 lectures à vous présenter. La première lecture, c'est une romance de Noël et ça s'appelle Le plaisir de te détester d'Émilie Million et publié chez Harlequin. Donc dans cette histoire, on va suivre Marie qui est une jeune femme entre 25 et 30 ans qui doit se rendre quelques semaines avant Noël à un repas de retrouvailles de ses camarades de lycée. Sauf que voilà, quand elle avait organisé la soirée, quand elle avait planifié sa soirée, elle s'imaginait y aller avec un amoureux ou un conjoint, enfin quelqu'un dans sa vie, et elle espérait pouvoir présenter un travail qu'elle adore, etc. Et c'est pas du tout le cas parce que niveau vie personnelle c'est pas terrible, elle se sent très seule, elle est célibataire et elle le vit très mal. Et niveau vie professionnelle c'est pas beaucoup mieux, elle est au chômage, elle trouve pas de travail qui lui correspond et elle galère un petit peu. Pendant cette soirée, elle va retrouver ses anciens amis, mais également ses anciens ennemis, et elle va notamment retrouver son petit ami de l'époque qu'elle a humilié. On est là sur un Enemies to Lovers, c'est vraiment une histoire où les deux protagonistes se détestent au début, où là du moins ils ont énormément de rancœur l'un envers l'autre, et qui au final vont tomber amoureux. À la base c'est censé être une romance de Noël, par contre c'est vrai que la dimension de Noël est pas très présente et c'est vrai que ça m'a un petit peu déçue. J'avais un peu l'impression d'être dans une romance normale, qui peut être lue du coup à n'importe quelle période de l'année sans que ce soit gênant. Par contre à part ça c'était une romance vraiment très sympathique, les personnages sont très drôles, il y a beaucoup d'humour, j'ai beaucoup ri pendant ma lecture. Après ça reste une romance tout ce qu'il y a de plus classique j'ai envie de dire, et je l'ai trouvée assez cliché au final. Donc je la conseille pour passer un bon moment entre peut-être 2 lectures un peu plus complexes, mais ce sera pas ma lecture ni ma romance de l'année. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est une duologie, et en fait c'est la duologie À jamais, écrite par Stéphanie Thorne et publiée dans les éditions Rainbow. Dans cette histoire, on va suivre Kara, une jeune auteure qui est atteinte du syndrome de la page blanche. Pour essayer de se changer un petit peu les idées, elle va décider de passer quelques temps chez sa sœur, surtout qu'on est un petit peu avant les fêtes de Noël, donc elle va partir chez sa sœur en vacances et c'est là-bas qu'elle va tomber sur une offre d'emploi. Il s'agit d'une offre d'emploi pour un poste de gouvernante au sein d'une famille aristocratique dans un royaume assez lointain. Sur un coup de tête, elle va décider de postuler et elle va partir pour ce royaume. Une fois arrivée là-bas, elle va découvrir qu'elle se retrouve au service du prince de Bévry et que son rôle, ça va être de s'occuper de la fille de ce prince. C'est une romance très drôle. J'ai adoré le premier tome, ça a vraiment frôlé le coup de cœur. J'ai trouvé le personnage de Kara vraiment très drôle, très frais. Le personnage de la petite fille, elle est très mignonne comme petite fille. Là, il y a une très forte dimension d'amitié dans ce roman, on parle beaucoup d'amitié et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Par contre, j'ai beaucoup moins aimé le deuxième tome. Dans ce deuxième tome-là, on retrouve le couple du premier tome qui traverse quelques problématiques. Et j'ai trouvé qu'il servait à rien. Honnêtement, je trouve que le deuxième tome sert à rien. Les personnages deviennent caricaturaux alors qu'ils n'étaient pas forcément dans le premier. J'ai presque commencé à détester le personnage masculin parce que il enchaîne connerie sur connerie et ça m'a énervé. Donc autant je conseille le premier tome, autant la fin elle est fermée. Donc
ce livre-là peut se suffire, il n'y avait pas besoin de suite. Autant je vous conseille pas de lire la suite parce que... Enfin, moi j'ai été très déçue. Ma troisième lecture de ce menu, c'était un coup de cœur, je vous en ai déjà parlé dans ma première vidéo, et il s'agit de la saga d'un palais d'épines et de roses écrite par Sarah J. Maas et publiée chez La Martinière Jeunesse. Ici on va suivre Fer, qui est une jeune fille qui vit avec ses deux sœurs et son père dans une extrême pauvreté. Pour subvenir à leurs besoins, Fer a pris l'habitude d'aller chasser en forêt. Sauf que ce jour-là, pendant sa chasse, elle va tuer un faé. Quelques jours plus tard, Tamlin, c'est le grand seigneur des faés, va venir chercher Fer pour qu'elle paye sa dette. En effet, il y a un contrat qui a été passé entre le royaume des faés et le royaume de Myrtle, et en gros, si un faé perd la vie de la main d'un mortel, et ben les mortels leur doivent une vie. En gros, c'est une vie contre une vie, quoi. Et du coup, plutôt que de la tuer, Tamlin, le grand roi des fées, va proposer à Fer de venir vivre dans son royaume. J'ai adoré cette trilogie. Les 3 premiers tomes sont juste extraordinaires. Ma préférence va pour le 2e tome parce qu'il y a un renversement de situation auquel moi je ne m'attendais pas et que j'ai trouvé génial. Mais les personnages sont touchants, ils sont attachants. Le personnage de Fer est vraiment un personnage fort, c'est une femme qui ne se laisse pas faire. J'adore voir des personnages comme ça dans la littérature fantasy. L'histoire elle est intéressante, il y a énormément de rebondissements. Et alors c'est une réécriture de l'histoire de La Belle et la Bête. Et La Belle et la Bête, moi c'est une histoire qui me gêne. Même si j'avais adoré le Disney quand j'étais jeune, c'est vrai que le fait que la jeune fille tombe amoureuse de son ravisseur, ça me gêne. Et dans cette histoire, ce problème est très bien contourné. C'est ce qui fait que j'ai adoré cette histoire. Et pour ceux qui aiment la fantasy et la romance, si vous n'avez pas lu Un palais d'épines et de roses, mais allez-y, lancez-vous, c'est génial et vous le regretterez pas. Le deuxième menu de ce challenge s'appelait Hiver obscur, et au menu on retrouvait des polars, des livres d'épouvante, des livres historiques et un petit peu tout ce genre là. Ma première lecture c'est donc 28 jours de David Safié, publié chez Pocket. On va suivre ici l'histoire de Mira, une jeune fille de 16 ans qui vit pendant la Seconde Guerre mondiale dans le ghetto de Varsovie. Elle vit avec sa petite sœur et sa mère, et pour essayer de survivre et de se nourrir un petit peu plus, elle a décidé de faire de la contrebande. Régulièrement, elle sort donc du ghetto pour aller chercher de la nourriture à Varsovie et la ramener à l'intérieur du ghetto. Avec cette nourriture, elle va pouvoir nourrir sa famille et elle va également en vendre une partie pour gagner un petit peu d'argent et vivre un petit peu plus confortablement. Un jour on va retrouver des affiches placardées sur les murs dans le ghetto qui indiquent que le ghetto sera évacué prochainement par les Allemands. Le but c'est que les juifs du ghetto soient envoyés dans des champs à l'est pour travailler. En réalité on sait très bien qu'ils sont envoyés dans des camps de concentration et d'extermination. À partir de là, les habitants du ghetto vont essayer de s'organiser pour ne pas être évacués. Donc il va y avoir des gens qui vont se cacher, des gens qui vont essayer de trouver du travail car il y a du travail dans le ghetto et les travailleurs seront les derniers à partir. Et Mira va rejoindre la résistance du camp. C'était un livre vraiment poignant, excessivement intéressant. Je m'intéresse beaucoup à la Seconde Guerre mondiale, mais j'avais encore jamais lu de livre traitant du ghetto de Varsovie. Et c'était vraiment très intéressant de voir la vie quotidienne au sein du ghetto, les réseaux de résistance qui y existaient, la misère qu'on pouvait trouver là-bas. Le personnage de Mira, c'est un personnage vraiment fort. C'est une fille qui a dû grandir trop vite et qui se retrouve perdue, elle sait pas trop quoi faire au début. Elle va pas forcément prendre les bonnes décisions parce que sa priorité c'est sa famille et elle va faire ce qu'elle va pouvoir. Et on est vraiment très touché par ce personnage et par tous les personnages secondaires qu'on va également rencontrer qui essayent de survivre pendant cette période particulièrement glaçante. J'ai pas été choquée par ce livre, comme ça peut m'arriver sur certains livres de la Seconde Guerre mondiale, et je pense qu'il est adapté du coup même aux adolescents. Un adolescent pourra lire sans être choqué. Par contre, c'est vrai que ça reste touchant, il y a des passages qui sont assez durs et on passe par énormément d'émotions en lisant ce livre.
mais je pense qu'il est totalement adapté à des adolescents et à des adultes. Ça a été un de mes coups de cœur de ce début d'année 2021 et je vous conseille vraiment de le lire parce que c'est très rapide à lire. Le livre fait près de 500 pages et pourtant il est très rapide à lire, très facile. L'écriture elle est fluide, elle est très accessible et je vous conseille vraiment cette lecture. Ma deuxième lecture de ce menu, c'est un polar et il s'agit d'Au-delà des liens de Cyriaque Guillard, publié chez Noir Édition. Dans cette histoire, on va suivre Sam, un ancien détective privé qui était encore auparavant dans la police judiciaire et maintenant qu'il est à la retraite entre guillemets, on va dire qu'il profite de la vie, mais sa vie tourne autour des soirées dans les rues de Pigalle, de l'alcool, du sexe, etc. Jusqu'au jour où il va entendre parler du meurtre d'une jeune fille. Donc ce meurtre s'est passé dans des conditions assez atroces. La jeune femme a été retrouvée dans la cage d'escalier de son immeuble, aspergée d'eau de javel. Elle est donc pas reconnaissable sans plus d'investigation. Et ce crime va lui rappeler une série de crimes qui s'étaient passés 20 ans auparavant. Sam a alors très peur qu'on assiste au retour d'un tueur en série qui n'avait jamais été démasqué quand lui il était flic, et il va donc se lancer à la trace du criminel. Il va donc faire équipe avec Laura qui est l'enquêtrice chargée du meurtre et de la série de meurtres qu'il va y avoir, et ils vont donc essayer d'élucider ce mystère ainsi que le mystère du criminel qu'il y avait 20 ans auparavant. Bon, je sais, mon résumé était un petit peu chaotique. Quoi qu'il en soit, c'était un très bon livre. J'ai passé un très bon moment de lecture. L'écriture, elle est fluide, c'est accessible. Il y a du mystère, on sait vraiment pas... Enfin, moi, j'ai pas deviné... Il y a du mystère, on se demande vraiment qui est le tueur. Par contre, je mets deux gros warnings à ceux qui voudraient se lancer dans l'histoire. Le premier, c'est que le langage peut être très cru parfois. Il y a des scènes de sexe, des scènes de meurtre et des scènes de viol qui sont explicitées. Donc si vous êtes sensible à ça, je vous conseille pas forcément la lecture. Mon deuxième warning concerne le traitement des personnes transgenres dans ce bouquin, parce que même si j'ai pas trouvé qu'elles étaient particulièrement stigmatisées et particulièrement pointées du doigt, c'est vrai qu'elles subissent des actes assez cruels, assez terribles, et voilà, je dis juste de faire un petit peu attention si vous êtes sensible à ces causes-là, parce que ça peut vous toucher particulièrement. Sinon, ma lecture a été fluide. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans au début, je dois vous avouer, parce qu'il y a une multitude de points de vue. Mais ils sont pas toujours annoncés. C'est vrai que j'ai eu du mal parfois à m'y retrouver au début de ma lecture, à savoir qui parlait à quel moment, quel était le contexte du chapitre, etc. Ça a été un petit peu compliqué au début, mais au bout de 50 pages à peu près, j'ai compris la mécanique du livre et j'ai plus eu ce problème. Ma dernière lecture de ce menu, alors c'est une romance qui s'appelle Je te ferai aimer Noël. C'est écrit par Caro M. Lynn et c'est publié chez Harlequin, si mes souvenirs sont bons. Donc dans cette histoire, on va suivre Andy, je crois qu'elle s'appelle Andy, qui est une jeune fille qui adore Noël. Elle est passionnée par Noël, sa vie tourne autour de Noël et des fêtes en général. Quand je dis des fêtes, ça va être Halloween, Pâques, etc. Et elle est tellement passionnée par tout ça qu'elle en a fait son métier. Elle est donc devenue décoratrice pour les fêtes. Un jour, Andy va recevoir l'appel de Monsieur Sullivan qui souhaite passer un contrat avec elle. Le but de ce contrat, c'est que Andy vienne vivre au quotidien avec la famille de Monsieur Sullivan pour remettre Noël au cœur de cette famille. Mais c'était sans compter Josh, le fils de Monsieur Sullivan, qui déteste Noël. Donc là on est encore sur une romance de Noël qui est très mignonne. Celle-là je l'ai vraiment adorée. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers. C'est vraiment, en fait ça m'a vraiment plongée dans Noël. Et c'était vraiment très agréable. C'est une lecture sans prise de tête, hein, c'est vraiment très léger comme lecture. Mais si vous voulez passer un bon moment avant Noël, allez-y parce que c'est très sympa. Le troisième menu de ce challenge s'appelait Au chaud devant la cheminée. Et là, il fallait lire des livres jeunesse ou des livres illustrés ou alors des livres qui nous procurent du bonheur, tout simplement. On va commencer donc par un livre jeunesse qui s'appelle Genesis Alpha, écrit par Rune Michaels et publié chez les éditions Milan, collection Macadam.
Dans cette histoire, on va suivre Josh et Max. Josh et Max sont deux frères, très proches malgré leurs différences d'âge. Max a à peu près 20 ans, il est à l'université, Josh il a 13 ans. Et ils partagent la même passion pour le jeu vidéo Genesis Alpha. Sauf que voilà, le jour où Max va être accusé du meurtre d'une jeune fille de son campus universitaire, Josh va voir sa vie basculer. J'ai adoré ce jeunesse. Je l'avais déjà lu quand j'étais en 5e ou 4e, je ne sais plus exactement. Donc, ce livre m'avait marqué parce qu'on retrouve énormément de questionnements et c'est vraiment des questionnements très intéressants. On va avoir des questionnements sur les jeux vidéo, sur l'impact des jeux vidéo chez les adolescents. On va avoir des questionnements sur la peine de mort, sur le clonage, sur les bébés médicaments, parce que Josh est un bébé médicament. Et c'est ce qui rend cette lecture particulièrement intéressante et je le conseille à tous les adolescents parce que c'est un livre qui soulève des questionnements mais qui est également très agréable à lire. Mais je le conseille également aux adultes parce que on ne s'ennuie pas. Enfin, moi en tout cas, je me suis pas ennuyée une seule minute pendant ma lecture. Alors évidemment, ça se lit très très vite. Le texte est écrit, enfin le texte est très facile à lire, l'écriture elle est fluide, etc. Mais c'est absolument pas gênant et ce n'est absolument pas enfantin. Donc je pense que c'est vraiment un livre à mettre entre toutes les mains, j'ai envie de dire, parce que c'était vraiment passionnant. Ma deuxième lecture de ce menu, c'est Les Lettres du Père Noël, écrites par J.R.R. Tolkien et publiées chez Pocket. Vous devez sûrement connaître Tolkien, c'est celui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, mais on le retrouve ici sur un ouvrage qui n'a rien à voir avec la Terre du Milieu, vu qu'il s'agit d'un recueil de lettres qu'il a écrites entre 1920 et 1943 pour ses enfants avant Noël. Donc dans ces lettres, il se fait passer par le Père Noël, mais il se fait également passer pour les lutins du Père Noël, le grand ours polaire, et on retrouve vraiment des lettres qui sont super drôles. Il y a énormément de dessins réalisés par Tolkien, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a les traductions des lettres évidemment, mais on a également les lettres manuscrites, des photos des lettres manuscrites, donc en anglais, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Pour tous ceux qui aiment Tolkien ou qui veulent se plonger dans Noël et lire des lettres du Père Noël, je vous conseille vraiment ce livre pour Noël prochain parce que c'est vraiment génial. Ma dernière lecture de ce menu, c'est encore une romance et il s'agit de Meilleurs Ennemis, écrite par Sally Thorne. Donc dans cette histoire, on va suivre Lucy et Joshua qui sont deux collègues de travail au sein d'une grande entreprise, sauf que voilà, ils se détestent. Ils sont toujours en compétition et la compétition va empirer le jour où ils vont postuler pour le même poste un petit peu plus haut gradé au sein de leur entreprise. Mon résumé est très très court, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'en savoir plus pour se lancer dans la lecture. J'ai adoré cette romance. Encore une fois, c'est une romance qui est très fraîche, très drôle, les personnages sont tordants et ce que j'ai vraiment particulièrement aimé ici, c'est la place qui est accordée à la tendresse entre les personnages. Parce que souvent, dans les romances, on va avoir de l'attirance physique ou de la passion, mais il y a très peu de moments de tendresse, j'ai trouvé. Et là, il y a des scènes entières où il s'agit juste d'accompagner l'autre, de l'aider dans ses difficultés sans avoir d'ambiguïté, etc. C'est vraiment très simple. C'est vraiment ce que j'ai apprécié dans cette lecture et je vous la recommande. C'est très très court, ça se lit très vite et je vous la recommande si vous voulez passer un bon moment et si vous aimez la romance bien évidemment. On est déjà au 4e menu de ce challenge et il s'appelait Hiver mystérieux. Dans ce menu, il fallait lire des livres qui parlent de mythologie, de légendes, de fantaisie, de transformation, de métamorphose, enfin tout ce qui est un petit peu dans l'imaginaire. Enfin en tout cas moi c'est l'angle que j'ai pris pour remplir ce menu. Et ma première lecture, c'était la saga Covenant, écrite par Jennifer L. Armentrout et publiée chez J'ai lu. Dans cette histoire, on va suivre Alexandria qui est une sang mêlée. En fait, on considère que les dieux grecs ont vraiment existé, qu'ils ont eu des enfants. Ces enfants, ce sont les sangs purs, et que la reproduction entre un sang pur et un mortel donne un sang mêlé. Sauf que voilà, les sangs mêlés, ils n'ont pas beaucoup d'avenir dans ce monde. Ils ont seulement deux possibilités. La première, c'est d'accepter d'être réduit en esclavage au compte des sangs purs.
Et la deuxième, c'est de rentrer dans une école pour apprendre à tuer les démons et de passer sa vie à tuer des démons. Alors, comme c'était ma deuxième saga que je lisais de Jennifer L. Armentrout et j'ai adoré. Plus que la première, j'avais lu Lux auparavant et franchement j'ai adoré Covenant. Les personnages sont géniaux. Je me suis vraiment attachée aux personnages, surtout aux deux personnages principaux. J'ai trouvé que les personnages secondaires étaient un petit peu en retrait. Donc c'est vrai qu'ils m'ont un peu moins marqué, mais j'ai adoré suivre pendant 5 tomes les personnages principaux et j'ai vraiment eu du mal à les quitter à la fin de la saga. Il y a énormément d'intrigues, de rebondissements, c'est très rythmé comme saga et du coup c'est très addictif comme toutes les sagas de Jennifer L. Armentrout parce que j'ai également lu récemment j'ai lu également Dark Element et c'est vrai qu'on retrouve encore cette plume très rythmée avec énormément de rebondissements, énormément d'action et du coup très addictif. C'est vrai que j'ai du mal à commencer une saga de Jennifer L. Armentrout quand tous les tomes ne sont pas encore sortis parce que je sais qu'à la fin d'un tome j'ai besoin de me jeter sur la suite parce que j'ai besoin de savoir ce qui se passe après quoi. La romance entre les deux protagonistes est vraiment très belle. Je l'ai adorée et on a des personnages qui sont en demi-teinte. C'est-à-dire que même si on a quand même les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, c'est pas noir ou blanc. C'est vrai que moi j'aime bien quand on a des personnages qui sont nuancés. J'aime pas trop quand il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre et c'est vrai que là les personnages sont assez nuancés et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi dans cette histoire. Ensuite j'ai lu la saga Accords corrompus de Kelly Sinclair publiée chez MXM Bookmark. Dans cette histoire on va suivre Olenna. Olenna c'est la Tatuma de son royaume, donc on est dans un monde totalement imaginaire. Et la Tatuma en fait c'est l'héritière du trône de son royaume. Sauf qu'un étrange secret entoure Olenna et depuis son plus tendre enfance elle doit porter un voile noir pour cacher son visage. Personne n'a jamais vu son visage, pas même elle, et elle ne sait pas pourquoi. La seule fois où elle a osé enlever ce voile, c'était pour montrer son visage à sa meilleure amie d'enfance et la petite fille a été retrouvée assassinée le lendemain matin. Depuis, évidemment, Olenna n'a jamais osé retirer son voile jusqu'à ce qu'un garçon lui demande de le faire. Mais attention, c'est pas n'importe quel garçon, c'est le frère du roi du royaume ennemi. Alors, cette saga est vraiment trop bien. Le personnage d'Olenna est génial. Au début, on retrouve un personnage qui est très... comment dire, on retrouve au début un personnage qui a pas beaucoup confiance en lui, qui est très doux mais qui sait pas trop quoi faire, etc. Et au fur et à mesure des tomes on voit ce personnage évoluer et ça devient une jeune femme forte qui ne se laisse pas faire, qui sait ce qu'elle veut et qui l'obtient. Et j'ai adoré cette évolution tout au long de la saga, il y a 4 tomes, j'ai adoré cette évolution. Les personnages secondaires sont vraiment très intéressants et sont très bien mis en valeur. J'ai trouvé qu'ils étaient très bien exploités et c'est vrai que quand on les voit pas, il nous manque un petit peu. On va retrouver dans ces personnages le meilleur ami qu'on aurait tous voulu avoir. Ces personnages secondaires sont très drôles en plus de ça. Ils sont très attachants et c'est vrai que la première force de ce livre, j'ai trouvé que c'était les personnages. Ensuite, la deuxième force, c'est l'univers qui est passionnant. C'est un univers qui est assez compliqué au début parce que il n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Par exemple, on ne compte pas en années, on compte en révolution, et une révolution, c'est à peu près équivalent à 3 ans. On a un royaume de glace et un royaume de feu. Enfin voilà, l'univers est assez complexe, j'ai mis un petit peu de temps à vraiment tout comprendre, et c'est ce qui rend vraiment le roman très intéressant. Il y a énormément de rebondissements et enfin voilà, j'ai adoré cette histoire et je vous conseille à 100% Accords corrompus parce que je trouve j'en avais pas beaucoup entendu parler et je trouve ça vraiment dommage parce que il y a des livres qu'on retrouve beaucoup sur Booktube et Bookstagram. J'ai même l'impression qu'on retrouve un peu toujours les mêmes livres, ce que je trouve un petit peu dommage. Après je comprends pourquoi hein, mais et je participe
d'ailleurs. Je suis la première à présenter un palais d'épines et de roses que tout le monde a vu passer avant. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu Accord corrompu et je trouve ça dommage parce que c'était vraiment trop bien. Ma toute dernière lecture de ce menu, c'est les 3 premiers tomes de la saga des Royaumes Invisibles, écrits par Julie Kagawa et publié chez Harlequin dans sa collection Darkis. Dans cette histoire, on va suivre Megan. Megan a à peu près 16 ans et elle va voir sa vie basculer le jour où son petit frère Ethan, âgé de 4 ans, va être enlevé. Suite à cet enlèvement, elle va découvrir qu'elle est une princesse fée. En effet, sa mère a eu une relation juste avant sa naissance avec le roi des fées. Et elle va donc partir dans le royaume des fées pour rencontrer son père et essayer de retrouver son petit frère parce que évidemment l'enlèvement de ce petit garçon est en lien avec les origines de Megan. Alors j'ai bien aimé le premier tome, la découverte des personnages, de l'univers, etc. Tout ça c'était intéressant. Le deuxième tome j'ai trouvé qu'il était un petit peu redondant et répétitif par rapport au premier. Et le troisième tome, je trouve que ça commence à faire vraiment du surplace et j'ai décroché à la fin du troisième tome parce que j'ai l'impression qu'on voit un peu toujours la même chose, les personnages ils évoluent pas, ou alors ils évoluent trop vite. Par exemple le personnage de Megan, je trouve qu'elle n'a pas du tout évolué pendant l'histoire, et par contre il y a un autre personnage du livre qui va passer d'un mec très froid, très distant, même pas très gentil, à quelqu'un de doudou, d'amoureux et de romantique en 2 pages. Et c'est vrai que du coup c'est pas très crédible au niveau des personnages. Les actions se répètent, j'ai pas vu grand chose de nouveau. Les personnages sont assez caricaturaux, j'ai pas compris vraiment les décisions de Megan qui a commencé à m'énerver à partir de la moitié du tome 2 je pense. Donc voilà, j'ai été déçue par la suite de la saga. Donc c'est pas une lecture que je vous conseille particulièrement. Après, je pense que je suis trop vieille. J'aurais peut-être plus apprécié cette lecture il y a 10 ans quand j'avais 15-16 ans. Mais j'en demande peut-être un peu trop maintenant. Mais du coup voilà, j'ai été déçue. Ça y est, on arrive enfin au dernier menu. Donc il s'appelle Marcher ensemble dans la neige. Et là on va avoir du voyage, du périple, des animaux, de l'écologie, etc. Et j'ai encore 3 lectures de fantasy à vous présenter. Donc ma première lecture, c'est la saga du pouvoir d'Hélice, écrite par Maria V. Snyder et publiée chez Harlequin dans la collection Darkis, encore une fois. Dans cette histoire, on va suivre Evry. Evry, c'est une jeune guérisseuse, sauf que à cette époque, il vaut mieux pas être guérisseur. En fait, tous les guérisseurs ont été exterminés suite à une grande épidémie. En fait, ce peuple a été accusé de ne pas avoir sauvé les habitants pendant l'épidémie et du coup, ils ont été condamnés à mort. Evry est la dernière de son espèce qui reste. Et elle va, au bout de 3 ans de cavale, elle va être arrêtée et emprisonnée en attendant son jugement. Et elle va être libérée par un groupe d'hommes. Ces hommes vont ensuite l'enlever et leur but c'est de l'emmener auprès d'un de leurs amis qui est gravement malade pour que Evry puisse le sauver. J'ai adoré cette saga. Donc c'est une trilogie et franchement c'était trop bien. J'avais un petit peu l'impression de me retrouver dans le Seigneur des Anneaux quand ils partent faire leur quête et que ils dorment dans la forêt ou dans des grottes. Ensuite l'amitié elle est très forte dans ce roman. J'ai adoré toute la bande de voyageurs, les interactions qu'il y avait entre les personnages et je crois que ça a été vraiment le point fort de ce livre de fantasy. Et c'est vrai que l'univers était bien rodé, les intrigues politiques sont très intéressantes, donc franchement c'était une très belle découverte et si vous aimez la fantasy encore une fois, n'hésitez pas à vous plonger dans cette saga parce que c'est vraiment très bien. Ma deuxième lecture de ce menu, c'est la duologie de Dance of Thieves,
écrite par Mary E. Pearson et publiée chez La Martinière Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre Cassie. Cassie, c'est une fille des rues qui a appris à se débrouiller depuis l'âge de 6 ans car elle est orpheline. Donc sa vie a changé le jour où la reine a fait appel à elle pour devenir membre de sa garde d'élite. Et un jour, la reine l'envoie remplir une mission dans le royaume ennemi qui est juste à côté. Donc elle va aller remplir cette mission avec 2 de ses amis, seulement voilà, elle va se faire kidnapper pendant la mission, en même temps que le prince du royaume ennemi. Ils vont devoir apprendre à se supporter pour essayer de survivre à cette épreuve. Alors encore une fois, ça a été un petit coup de cœur cette duologie, parce que on a des personnages forts et des personnages très attachants. La relation entre les deux était très intéressante et très divertissante, il faut bien le dire. Le livre est très drôle dans son ensemble et on retrouve tout ce côté périple, voyage, un petit peu comme dans Le Pouvoir d'Hélice où ils vont camper dans la forêt, ils vont aller se laver au ruisseau, etc. Et c'est vrai que j'ai adoré cette ambiance et je vous conseille vraiment cette duologie. Si j'ai bien compris, l'auteur avait déjà écrit une trilogie dans ce monde-là. La trilogie n'a pas été traduite en français, mais si vous lisez en anglais, il vaut mieux lire la trilogie d'abord, sinon ça spoil un petit peu. Mais si vous ne lisez pas du tout en anglais, étant donné qu'on ne sait pas si la trilogie sera traduite un jour, je vous conseille vraiment de lire Dance of Thieves parce que c'est vraiment super sympa. On est enfin à ma dernière lecture du challenge et il s'agit des 2 premiers tomes de la trilogie de Calliope, écrite par Coconan et publiée chez Cherry Publishing. Dans cette histoire, on va suivre Calliope. Calliope, c'est la princesse de Viridia qui a accepté, pour sauver son royaume, d'épouser le prince du royaume ennemi. Alors si elle a accepté, c'est aussi parce qu'elle est amoureuse depuis sa plus tendre adolescence de ce prince. En fait, ils s'étaient rencontrés lors d'un camp de vacances et si elle avait dissimulé son identité à l'époque, elle savait très bien qu'elle courtisait, elle savait très bien qu'elle avait face à elle le prince Carel et elle en était tombée éperdument amoureuse. Sauf que malheureusement, en arrivant dans son nouveau royaume, Calliope va très vite déchanter, car l'homme dont elle est tombée amoureuse quelques années plus tôt a énormément changé. Il est devenu froid, cruel, méchant. Le royaume n'est pas prêt du tout à accepter sa nouvelle princesse et elle va vivre dans des conditions vraiment très difficiles. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette lecture, c'est qu'elle est très sombre. Alors j'ai trouvé que le premier tome était plus sombre que le deuxième, mais c'est vrai que ça me change un petit peu des sagas de fantasy young adult qui sont assez joyeuses quand même. Là on parle de torture, on parle de meurtre, on a des personnages qui sont très froids, très cruels. Faut avouer que la romance elle est un peu malsaine par moments et ouais, c'est une lecture qui est assez sombre et assez violente au début, mais qui n'en est pas moins très addictive, très intéressante. J'ai adoré le personnage de Calliope, j'ai détesté le personnage de Carel, mais ça je crois que c'est fait exprès. J'ai bien aimé comment leur relation va évoluer, et ce que j'ai aimé c'est que les personnages font énormément d'erreurs. Et c'est des erreurs graves, mais c'est des erreurs graves et qui ont des conséquences. Et sinon, un point qui m'a énormément plu dans cette lecture, c'est le côté féministe. En fait, dans le monde qui nous est décrit, la femme est en dessous de tout, et si par exemple elle se marie, elle devient la propriété exclusive de son mari. Mais jusqu'à... ça va à un point assez incroyable où si le mari tue quelqu'un, la personne qui prendra la sanction derrière, c'est pas le mari, c'est la femme. Parce qu'on considère que la femme est toujours fautive. Et du coup on va retrouver des femmes féministes comme Calliope qui ne comprend pas cette loi et qui veut la faire changer. Mais on a aussi des hommes qui refusent de se marier pour ne pas que leur femme ait à subir ces sanctions totalement injustifiées.
Et c'est vrai que c'est un point qui m'a particulièrement intéressée et j'ai vraiment envie de voir comment est-ce que ça va évoluer dans le 3e tome, si ça va évoluer, et j'attends vraiment beaucoup de cette thématique dans la suite. À part ça, c'est encore une fois une lecture que je vous conseille parce que j'ai passé un très bon moment de lecture et j'ai trouvé que ça changeait un petit peu des romans de fantasy que j'ai lus jusqu'ici. Voilà, on a terminé, j'espère que c'était pas trop long et que ma vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à commenter sous la vidéo, je serais ravie de parler avec vous de mes lectures, de vos lectures, du challenge, un petit peu ce que vous voulez en fait. Et j'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!